leader, celui qui a le gros museau rouge, le P-47, le Thunderbolt, autrement dit la foudre en anglais, mais que les pilotes français qui volaient sur cet avion ayant parfois des difficultés avec une prononciation correcte de l'anglo-américain, il y en a qui appelaient ça la tonne de beurre. Tonne de beurre, oui, c'était une tonne, ça c'est sûr, c'est un des avions de chasse les plus lourds qu'on n'ait jamais osé construire à l'époque, mais c'était pas du beurre, c'était un avion phénoménal, construit à l'origine rêvé à l'origine et dessiné par un russe, qui est un ingénieur russe, qui est un architecte en avion, qui s'appelait Alexander Kardveli, et qui avait émigré aux États-Unis après la Révolution d'Octobre. Évidemment, ils étaient quelques-uns à avoir choisi de partir d'Europe, enfin de Russie, pour aller s'installer de l'autre côté de l'Atlantique en Amérique. Alexander Seversky également et quelques autres avaient pris la même décision. Donc en leader, le P-47, le Thunderbolt, fabriqué près de New York, sur Long Island, à Republic Field, un aérodrome qui existe encore aujourd'hui. Et il y a même là un bistrot avec des avions partout, et quand vous allez aux toilettes, que vous appuyez sur le bouton de la chasse, eh bien vous entendez le discours de Churchill sur jamais dans l'histoire de l'humanité, autant d'hommes qui ont traité une dette aussi importante à l'égard. Enfin bon, on ne s'attend pas à ça quand on appuie sur le bouton de la toilette. Donc ça c'est pour Republic Field. Sur les flancs de la patrouille, à droite et à gauche, vous avez les ennemis héréditaires, les ennemis absolus. D'un côté, Sa Majesté très gracieuse, le Spitfire, le cracheur de feu, celui dont le concepteur Reginald Mitchell avait dit, quand il avait appris qu'on l'avait surnommé Spitfire, il a dit encore le sort. Je vais te dire, désolé, mais le surnom à la con dont on pouvait baptiser un avion. Mais bon, même les Anglais savent parfois. Et son adversaire absolu, situé sur sa gauche, le Messerschmitt 109, qui lui n'avait pas de surnom et que tout le monde appelait le 109. Les Allemands le disaient en allemand et les Anglais disaient le 109. Et tout le monde appelait ça le Messerschmitt. C'est l'avion de combat le plus construit de toute l'histoire. Ils en ont fait pas loin de 30 000 entre 1936, quand cet avion a commencé d'être construit, et c'est celui qui est le plus bas sur la droite, le 109, avec le bout des ailes jaunes. C'est un avion phénoménal. Quand vous montez dedans, vous n'avez qu'une hâte, c'est d'en descendre. Parce que quand vous vous installez à bord et que vous refermez la canopée, le vitrage au-dessus de votre tête, vous avez véritablement l'impression qu'on vient de refermer le cercueil au-dessus de votre tête. Confrontation des deux superstars, si on peut les appeler ainsi, déjà, ne l'oublions pas. En haut, le 109, en bas, le Spit. Le Spitfire est l'avion le plus gracieux qui ait jamais volé et faisant partie des quelques privilégiés qui ont pu en piloter un, j'affirme. Et cet avion-là, non seulement il est gracieux, non seulement il a un son extraordinaire avec son moteur Rolls-Royce, un moteur qui porte le nom d'un enchanteur, de l'enchanteur Merlin, et rarement un moteur, une pièce de mécanique a porté un nom aussi conforme à sa manière de fonctionner. Le Spitfire et son moteur Merlin sont dans l'histoire de toutes les mécaniques jamais construites par les hommes depuis que le tournevis a été inventé. Le Spitfire et son moteur Merlin font partie des chefs-d'œuvre absolus, non seulement de l'aviation, mais de la mécanique. Il y en avait un qui était très allemand, très germanique, le Messerschmitt bien sûr, alors que l'autre avait la grâce
côté, on aime bien le sport hippique, par exemple. Enfin, on aime l'élégance des chevaux et on sait accompagner ça d'accessoires, on va dire, hein, d'accessoires qui magnifient la beauté de l'animal. Là, le Spitfire, c'était un peu ça. C'est un avion magique. Et alors que le Messerschmitt est un avion terrifiant, à la fois pour ses pilotes, ça va la dédier. Maintenant, l'important, c'est de rappeler le plus important. Les avions, c'est que des outils. L'important, c'est ce qu'il y avait dedans. Ce qu'il y avait dedans, c'était d'un côté comme de l'autre, du côté allemand comme du côté allié. C'est des garçons, il y a eu très peu de filles, pilotes de combat, il y en a eu, hein, néanmoins chez les Russes. Et c'était des gamins d'une vingtaine d'années, enfin gamins, grands gamins, post-ado, on va dire, d'une vingtaine d'années. Et tout à l'heure, je vous parlerai d'un d'entre eux quand on reverra deux Spitfire en vol dans cet après-midi. Dans le ciel, ça, c'était la chasse à l'américaine. D'un côté, un avion américain, je dirais presque européen. En fait, le Mustang, le P-51, celui qui est derrière, il avait trouvé du boulot chez North American Aviation en Californie. Et lorsque les Anglais, au début de la guerre, s'étaient retrouvés un petit peu à court de possibilités de construction aéronautique, leur industrie étant asphyxiée par le développement des combats. Donc les Anglais avaient demandé aux Américains de leur faire des avions, ils étaient prêts à leur acheter beaucoup d'avions. Et chez North American, les Anglais avaient demandé à ce que North American produise des P-40. On en verra un dans quelques instants. Et le P-40 était déjà un avion un peu daté et les gens de North American avaient dit non, on va vous faire beaucoup mieux, on va vous dessiner un avion. Et ils avaient dessiné celui qui est derrière et qui en prime, j'ai rarement vu patrouiller serré, regarder et méditer. Là, les bouts de pale d'hélice du Mustang passent à peu près à 2,50 m sous le ventre du P-47. Ça, c'est de la patrouille. Donc, le Mustang avait été dessiné par un Allemand qui s'appelait Edgar Schmidt, qui était parti en Amérique et finalement, l'aérodynamique du Mustang, qui pour l'époque était révolutionnaire, c'est le premier avion à posséder une voilure, des ailes à profil laminaire, permettant un Mach assez élevé, laissant tomber la technique, disant que c'est un avion qui allait plus vite que les autres à cause de la forme de ses ailes. Et donc, les ailes, elles avaient été imaginées avec la complicité d'un Hongrois qui était professeur d'aérodynamique dans une des universités les plus célèbres du monde, le Caltech, qui était dirigé par un certain Hermann Ostrich, qui s'est retrouvé ici même sur ce terrain, ici à Melun-Villaroche, avec un petit groupe au total d'une quinzaine d'ingénieurs tout aussi allemands que lui, qui avaient d'abord, immédiatement après la guerre, été rassemblés à titre temporaire dans un village de l'Est, près de la frontière allemande, village qui s'appelait Rickenbach, pas loin de Strasbourg. Et donc on a dit aéronautique de Rickenbach, autrement dit en abrégé ATAR. Et l'usine qui est à côté d'ici, là, l'énorme usine où on fabrique les réacteurs les plus fabriqués au monde, ceux qui ont volé les 737 entre autres et les Airbus 320, et bien cette usine-là, elle a été créée pour fabriquer des moteurs dessinés par des Allemands d'abord en Allemagne, à partir de 1942, grosso modo. Et ensuite, Melun-Villaroche est devenu un de ces endroits où les Français pouvaient dire de temps en temps aux Allemands « S'il vous plaît, vous pouvez parler français ?» Le 109. Atterrissage d'un 109 sur piston dur, c'est un immense moment de pilotage. Cet avion a tendance à vouloir à toute force, en fonction des légères rafales de vent de travers, il veut absolument pivoter.
et regarder là d'où il vient plutôt que de regarder là où le pilote veut le faire aller. Bon, ben, une fois de plus, ça s'est bien passé. Il faut que je vous donne les noms des 4 types que vous venez de voir voler parce que ce sont des grands artistes, ils sont tous anglais. Il y a Richard Grace qui était dans le Messerschmitt, c'est lui qui vient d'éviter de le casser. Il y a John Gaudet qui était dans le gros P-47, le Thunderbolt. Lui, il était un risque parce que c'est pas un avion, c'est à peu près une locomotive, mais une locomotive qui vire serrée. Dans le Spit Mark V, celui dont finalement je suis totalement jaloux et qui est en train de se poser avec un avion aussi délicat à poser. Le Spit, hein, il met un peu de moteur, comme ça souffle la dérive et ça permet du bout des pieds, du bras des orteils, ça permet de garder un peu mieux de dirigibilité au projet. Donc celui dont je suis jaloux absolument pour cet après-midi, c'est Dave Fullerton, et puis le Mustang qui est un avion totalement américain. Le Mustang, j'ai voulu le prendre aussi. Là, le Mustang, c'est l'Amérique, il y a de la place, il y a de la place au fond. Mais tout à l'heure, vous verrez des chasseurs américains.